Alors, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons discuter des pratiques optimales de l'AVC au Canada, appliquées en particulier à la femme enceinte, à la femme qui a eu un AVC et qui prévoit une grossesse ou qui est enceinte. Pour ce qui est il y a aussi on va aussi discuter de l'incidence de l'AVC durant la grossesse parce que ces deux sujets-là ont été récemment publiés. En fait, il y a une étude de Rick Swartz qui documente l'incidence de l'AVC chez la femme enceinte. Et ensuite, Rick Swartz a aussi coordonné la rédaction avec plusieurs co-auteurs de recommandations portant sur le sujet de la prévention C'est de moi, l'AVC docteur chez la Lantier. femme enceinte. Docteur Lantier, Oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager votre écran? Est-ce que oui, voilà. Est-ce que vous, Oui. est-ce que vous l'avez maintenant? Oui, par contre, on voit pas les diapositives. Eh ben, moi non plus, je les vois pas. Ah, OK. Est-ce que je... Est-ce que vous préférez qu'on les fasse jouer pour vous ou sinon vous pouvez les partir à partir de votre ordinateur? Moi, j'aimerais mieux pouvoir gérer les diapos, mais Donc, de quelle façon je les passe sur mon ordi? dans le fond, dans vos dossiers où vous l'avez enregistré, juste partir le PowerPoint que vous m'avez envoyé. OK, ben vous allez voir mon ordinateur? Oui, exactement. OK, parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Ça va être prêt dans quelques secondes. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec le sujet de cette présentation. La collaboration pour les recommandations implique plusieurs intervenants, incluant du point de vue neurologique Rick Swartz et les collègues. Il y a aussi plusieurs personnes de la médecine interne, de l'obstétrique et des domaines connexes à la grossesse. L'AVC lié à la grossesse constitue un défi assez important. Il y a un défi au niveau du diagnostic étiologique parce que vraiment, il y a plusieurs causes possibles de l'AVC. Il y a les causes évidemment habituelles du jeune adulte, mais il y a aussi des causes qui sont spécifiques à la grossesse et à la période du postpartum. Par exemple, la prééclampsie et l'éclampsie sont des complications de la grossesse qui peuvent conduire à l'AVC ischémique ou hémorragique. Ce sont des causes spécifiques. Il y a des cardiopathies liées à la grossesse. Et parmi les causes habituelles, il y a certaines causes qui sont plus fréquentes. Par exemple, la dissection artérielle, qui est quand même une cause fréquente du jeune adulte et particulièrement fréquente chez les jeunes femmes avec AVC survenu au moment de l'accouchement, à cause du Valsalva, par exemple. Donc, il y a aussi un défi de l'AVC lié à la grossesse parce que la prise en charge de l'AVC et de la prévention implique non seulement la mère, mais aussi le bébé. Donc, c'est important de considérer les deux êtres dans les décisions thérapeutiques. Puis, c'est aussi un défi, en particulier pour ceux qui écrivent des recommandations, parce que c'est une population peu étudiée. Donc, c'est difficile de prendre en charge ces patients-là pour les recommandations ou pour le médecin qui a un patient dans lui, parce qu'effectivement, on a peu de littérature qui oriente vraiment les décisions thérapeutiques. Donc, c'est vraiment beaucoup de jugement et c'est ce sur quoi c'est basé principalement le groupe d'experts qui s'est réuni pour les recommandations parce qu'il n'y a pas d'études randomisées contrôlées pour la plupart des sujets qui seront discutés. Bon, donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, la littérature récente inclut deux publications canadiennes. Une première est de la revue des incidences de l'AVC liées à la grossesse, premier auteur Rick Swartz. Et la deuxième sont finalement les recommandations. C'est un consensus sur la prise en charge de l'AVC chez la femme enceinte. Le consensus inclut deux parties. La première partie est maintenant publiée, c'est celle qui concerne la prévention chez la femme enceinte avec un antécédent d'AVC. Donc, une femme qui a déjà un AVC et qui veut devenir enceinte, comment on s'assure que tout se passe bien. La deuxième partie sera publiée, elle est en cours de rédaction et concerne le traitement de l'AVC aigu qui survient durant la grossesse et le postpartum. On n'en parlera pas aujourd'hui.
Donc, voici l'article qui a été publié par Rick Schwartz et ses collègues au sujet de l'incidence de la grossesse de l'AVC survenant au cours d'une grossesse. C'est une revue systématique et une méta-analyse qui a été faite à partir de plusieurs articles. Donc, les critères d'inclusion pour la méta-analyse étaient que les articles devaient être publiés en anglais. Tous les types d'AVC devaient être décrits dans les articles qui sont inclus. C'est-à-dire, les articles devaient inclure à la fois AVC hémorragique, à la fois AVC ischémique, ainsi que thrombose veineuse cérébrale. C'est important d'inclure tous les types d'AVC parce que parfois, c'est pas facile de distinguer une sorte d'AVC versus une autre. Par exemple, une thrombose veineuse cérébrale peut être hémorragique, puis à ce moment-là, passer pour un AVC hémorragique si le diagnostic est mal posé. Donc, il y a un certain chevauchement dans les diagnostics pour avoir une idée d'ensemble des AVC chez la femme enceinte. C'est important d'inclure tous les types d'AVC dans les articles qui sont inclus dans la méta-analyse. L'incidence devait être calculée dans les articles ou bien calculable, c'est-à-dire l'article devait mentionner le nombre d'AVC sur le nombre de grossesses totales. Donc, pas simplement une série d'AVC, mais vraiment rapporter, il y a eu 26 AVC sur 100 000 grossesses, par exemple. Les critères d'exclusion étaient les suivants. On excluait les abrégés ou abstracts en anglais, les actes de conférence et les lettres à l'éditeur, à moins que la lettre à l'éditeur inclue suffisamment de données pour qu'on puisse calculer l'incidence de façon fiable. Un autre critère d'exclusion était que l'article portait sur un seul type d'AVC et les articles publiés avant 1990 étaient d'emblée exclus parce que les techniques d'imagerie ne permettaient pas de bien reconnaître certains AVC plus mineurs et il y avait un risque de sous-estimer l'incidence des AVC. Au contraire, si on incluait des patients sur une base clinique, on pouvait surestimer l'incidence d'AVC s'il s'agissait de conditions autres que vasculaires cérébrales. Donc, tout ce qui est avant 90 était exclu. Donc, il y a eu une première revue d'articles qui étaient screenés. Ensuite, on excluait les patients à partir des titres et des abrégés. Les articles qui étaient potentiellement pertinents étaient révisés plus en détail, puis on excluait les articles qui ne correspondaient pas aux critères d'inclusion et d'exclusion. Dans chacun des articles, il y avait une liste de références qui était révisée et il n'y a eu aucun article qui a été ajouté à partir de la révision des listes de références. Ce qui, au total, donnait à partir de 583 articles potentiels, 111 articles révisés extensivement et 11 articles qui étaient gardés pour la méta-analyse. Globalement, pour l'AVC de tout type, l'incidence, selon cette méta-analyse, était de 30 événements par 100 000 grossesses, avec un intervalle de confiance qui partait de 18,8 à 47,9. Donc, on obtient une incidence un peu plus précise que chacune des études individuelles, évidemment, parce que le total de grossesse était substantiel. On totalisait en fait 32 145 événements, donc multiplié par fois 100 000 sur 30, ça donnait environ 1 milliard de grossesses. Donc, c'est quand même une étude de grand volume. 3 fois plus élevé, en fait, cette incidence est 3 fois plus élevée pour le même groupe d'âge que l'AVC en dehors de la grossesse. Donc, à partir de ça, on comprend bien que la grossesse constitue un événement à haut risque, avec un risque relatif de 3. Maintenant, si on fait une sous-analyse par type d'AVC, AVC ischémique et AVC hémorragique arrivaient avec une incidence équivalente de 12,2 et thrombose veineuse cérébrale 9,1. Donc, globalement, on peut retenir environ 10 pour 100 000 pour chacun des types d'AVC. Maintenant, les étiologies les plus fréquentes selon la méta-analyse étaient pour l'AVC hémorragique, les anévrismes intracérébraux et les malformations artério-veineuses, ainsi que les complications de l'hypertension artérielle durant la grossesse,
tels que hypertension artérielle gravidique, prééclampsie, éclampsie et syndrome de HELLP. Les coagulopathies étaient aussi une cause fréquente d'AVC hémorragique. Pour ce qui est des AVC ischémiques artériels et les thromboses veineuses cérébrales, donc les AVC non hémorragiques, les cardiopathies emboligènes étaient une cause fréquente. La prééclampsie et l'éclampsie aussi, encore une fois, étaient une cause fréquente d'AVC non hémorragique et les coagulopathies. Pour ce qui est des facteurs de risque d'AVC, ce qui était retrouvé fréquemment chez des femmes enceintes qui avaient des AVC, était la présence d'une cardiopathie congénitale ou autre, d'une hypertension artérielle, d'un diabète, une thrombocytopénie prédisait l'AVC hémorragique. L'anémie falciforme était un facteur de risque d'AVC ischémique en particulier et thrombose veineuse cérébrale. La migraine, le lupus érythémateux, ainsi que un seul article qui rapportait une fréquence de 28% de patientes qui avaient eu des AVC avant la grossesse et qui avaient un AVC durant la grossesse. Donc, la présence d'un AVC antérieur est un facteur de risque d'AVC durant la grossesse. Pourquoi l'incidence est plus élevée durant la grossesse et le postpartum? Bien, effectivement, il y a certaines causes qui sont des causes habituelles d'AVC, mais qui sont plus fréquentes dans cette population-là. La dissection artérielle, on l'a dit, à cause de l'accouchement, il y a un valsalva qui est nécessaire et qui peut conduire à une déchirure de la paroi vasculaire et une dissection artérielle. Il y a d'autres causes qui sont plus fréquentes durant la grossesse ou l'accouchement, en particulier le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible qui est associé au troisième trimestre et au postpartum, ainsi que les saignements sur malformation artério-veineuse sont plus fréquentes durant la grossesse. Mais il y a aussi des causes spécifiques à la grossesse, par exemple tous les troubles hypertensifs liés à la grossesse, ainsi que les changements prothrombotiques du postpartum. Par exemple, au moment du postpartum, puisque ça serait important d'arrêter le saignement utérin, il y a une hémoconcentration qui est faite, il y a une augmentation des facteurs de la coagulation qui rend le sang thrombogène, donc c'est propice, c'est une période propice qui est une période qui est propice au développement de thromboses veineuses en particulier, mais artérielles aussi. Maintenant, le deuxième volet est, en fait, c'est le consensus rédigé par un comité d'experts pour la prévention chez la femme enceinte avec antécédent d'AVC, la prévention secondaire, donc d'un AVC récidivant. Quelle est la différence entre des recommandations et un consensus? C'est que les recommandations peuvent être basées sur des données probantes, par exemple à partir d'études randomisées contrôlées, donc des données qui ont des valeurs méthodologiques élevées, tandis que en l'absence en l'absence de données probantes, à ce moment-là, le groupe d'experts peut se rencontrer pour répondre à une question scientifique, mais en l'absence de données probantes, bien, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire des recommandations du genre on devrait envisager tel traitement ou on devrait éviter tel traitement, ou bien encore de façon moins solide, on devrait peut-être envisager cette intervention-là ou ne pas envisager cette intervention-là pour des raisons logiques, mais non démontrées à partir de données probantes. Donc, la valeur des consensus est moins forte que celle de recommandations parce que le niveau d'évidence est souvent insuffisant. Puis, en particulier pour la femme enceinte, il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas testés dans des études randomisées contrôlées. Il y a peu de données qui sortent d'études randomisées contrôlées qui sont disponibles. Donc, on ne pouvait que s'en tenir à un consensus qui est en fait fondé sur des avis d'experts à envisager ou à peut-être envisager, mais rien de plus solide. Alors, ça sera peut-être un peu décevant en termes de solidité. On arrive quand même à quelques recommandations qui peuvent être d'intérêt pour la gestion des patientes avec AVC antérieur et qui considèrent une grossesse. Alors, il n'y a aucune ligne directrice disponible, mais comme le problème est fréquemment rencontré, le groupe d'experts jugeait pertinent de rédiger un consensus sur le sujet. Il y a des principes de développement du consensus en termes de prévention. C'est un premier principe, c'est que la santé de la mère est cruciale pour le bien-être du fœtus. Donc, c'est certain qu'il faut toujours cibler
une mère en santé pour avoir un bébé en santé. La planification est importante, c'est toujours mieux prévenir que guérir. Le travail d'équipe est essentiel parce que du point de vue neurologique, par exemple, on peut avoir des connaissances qui sont complémentaires à celles d'obstétriciens ou d'internistes ou d'experts dans d'autres domaines, en hématologie par exemple, mais il n'y a pas un chevauchement parfait entre les différents groupes, donc c'est important de travailler en équipe. La prévention doit être personnalisée. Il y a des patientes qui ont des conditions précises qui demandent une prévention particulière. Il y a aussi le moment de la grossesse peut les suggestions faites peuvent varier en fonction du moment de la grossesse. Celles faites près de l'accouchement ne seront pas les mêmes que celles faites durant le premier trimestre, ou est-ce que, par exemple, durant le premier trimestre, il y a la tératogénicité qui est importante, alors qu'au moment de l'accouchement, ben, il faut éviter des saignements extrêmes, par exemple, en limitant l'utilisation du traitement antithrombotique de façon restreinte dans le temps. C'est une prise en charge qui est basée sur deux aspects. Quelle prévention secondaire? Deux questions, en fait. Première question, quelle prévention secondaire de l'AVC offrirait-on si la patiente n'était pas enceinte? Par exemple, si on a une valve mécanique, ben, on anticoagulerait avec du Coumadin. Alors, c'est ce qu'on ferait. Puis ensuite, du point de vue obstétrical, quelle serait la prise en charge de la grossesse si la patiente n'avait pas subi d'AVC? Donc, à partir de ces deux approches habituelles-là, ben, chez la femme qui a déjà un AVC et qui est enceinte, on essaie d'avoir un point commun. Tant mieux si les deux prises en charge vont dans le même sens, mais il y a souvent certaines disparités qui sont fréquentes qui doivent être résolues. Bon, pour développer le consensus, le groupe s'est d'abord réuni et on a divisé le travail en différents chapitres. Chacun devait revoir les données probantes, mais il n'y en avait pas pour ce qui est de la grossesse. Donc, on révisait plutôt les publications sur le sujet. On a créé des tableaux pour résumer l'ensemble des données disponibles. Ensuite, on a rédigé les différents paragraphes du consensus. Ça a été révisé par l'ensemble des auteurs, puis on a finalisé la rédaction. Ça a été publié, distribué, puis ensuite, il y a un examen externe qui est fait. On reçoit de la rétroaction, puis à partir des rétroactions, il y aura des modifications qui pourront être faites au consensus à partir de commentaires qui seront faits dans le futur. Les consensus, les lignes directrices du groupe canadien incluent généralement des recommandations, des justifications, des exigences pour le système, qu'est-ce que ça implique pour le système hospitalier, le système de la santé au Québec. On a des indicateurs de rendement. Est-ce qu'on performe bien? Donc, ça peut être des indicateurs qui peuvent être utilisés pour vérifier l'efficacité de l'application du consensus. Qu'est-ce que ça implique en termes de ressources? Puis, il y a souvent un résumé des données probantes qui est fait. Et ensuite, il y a un tableau des données probantes. Donc, ça peut être accessible pour ce qui est du consensus et des recommandations dans d'autres sujets de l'AVC à partir en ligne, à partir des références. Maintenant, pour le groupe A, c'est le groupe d'experts qui se réunissait pour réviser la prévention secondaire. Donc, c'est ce qui est présenté aujourd'hui. Puis, comme vous voyez, il y avait plusieurs éléments à considérer. Le stade de la grossesse, les antécédents d'AVC, le type d'AVC, l'étiologie, les traitements préventifs qui étaient offerts avant la grossesse, l'âge de l'apparition de l'AVC, est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est il y a longtemps? Puis, s'il s'agit d'une planification, ben, il y a certains aspects à considérer pour la femme qui n'est pas encore enceinte, mais qui planifie de devenir. Ensuite, pour ce qui est de l'AVC survenant chez la femme au moment de la grossesse, ben, le deuxième groupe a fait à peu près le même genre de travail, mais sur des questions différentes dont on ne discutera pas présentement. Parce qu'on ne parlera pas de l'AVC survenant chez la femme enceinte. Donc, comme j'expliquais, la rédaction du consensus inclut des intervenants dans plusieurs domaines, incluant en particulier, du point de vue neurologique, Rick Schwartz,
Et du point de vue obstétrical, une collègue dont le nom m'échappe malheureusement, mais donc qui a participé évidemment à la coordination de ce travail-là. Pour ce qui est de la prise en charge de l'AVC en phase aiguë, seulement quelques mots avant de passer au sujet de la présentation qui est la prévention. Donc, lorsqu'un AVC survient en phase aiguë, il y a différents domaines clés qui doivent être couverts. La prise en charge immédiate qui est urgente de l'AVC. Quelle imagerie peut être faite chez la femme enceinte? Quelle imagerie est contre-indiquée? La prise en charge médicale, par exemple, quelle pression artérielle on va souhaiter avoir. Les considérations liées à l'anesthésie sont aussi importantes. Puis la prise en charge obstétricale chez la femme qui a un AVC et durant la grossesse et suivant l'accouchement, durant l'AVC et suivant dans la période suivant l'AVC aussi. Donc, il y a différentes questions importantes à répondre, puis ça sera couvert dans la prochaine publication sur le sujet. Donc, la première ébauche est en cours. Il y a un examen interne une révision, en fait, de ce qui a été écrit qui est présentement en cours. Puis, on prévoit finaliser le manuscrit pour le soumettre en cours au cours de l'hiver 2017-2018, donc très bientôt. Ça, c'est en fait la présentation, la publication qui porte sur la prévention de l'AVC récidivant chez la femme enceinte. Ça a été publié récemment. En fait, ça indique novembre 2017, mais c'est déjà publié, là, donc c'est plutôt juillet 2017 où est-ce que ça avait été publié. Si je ne me trompe pas, c'est plutôt juillet 2017 qui était accessible en ligne, mais publié sur papier en novembre 2017. Donc, prévention durant la grossesse. C'est important de prendre en charge la patiente durant tout le long de la grossesse, c'est-à-dire idéalement une consultation avant la conception. Il y a des interventions de dépistage prénatal et périnatal qui doivent être faites. Ensuite, il y a une prise en charge aussi après l'accouchement, surtout dans la période postpartum immédiate, parce que c'est une période à très haut risque d'AVC. Le risque quotidien est le plus élevé au moment de l'accouchement et dans les quelques semaines suivant l'accouchement. Ensuite, il y a la prévention secondaire qui doit, on va discuter de chacun des aspects de la prise en charge tout le long de la grossesse. Puis ensuite, on va discuter de la prévention secondaire. On parlera de considération générale, du traitement antithrombotique, de la prise en charge de la pression artérielle, de l'utilisation des statines dans le contexte d'une dyslipidémie. On va parler de la prise en charge du diabète. Et enfin, pour conclure, on va discuter de certaines étiologies spécifiques, incluant AVC cardio-embolique, thrombose veineuse cérébrale, dissection d'une artère cervicale et le syndrome antiphospholipide chez la femme enceinte qui a déjà eu un AVC. Donc, avant la conception, il est souhaitable qu'il y ait une consultation chez la femme qui a déjà un AVC dans le but de minimiser les risques de récidive durant la grossesse et le postpartum. Alors, la prévention secondaire devrait être réévaluée avant la conception et discutée en vue d'une éventuelle grossesse avec toutes les femmes ayant subi un AVC qui sont en âge de procréer. Donc, si vous avez une patiente qui a déjà un AVC et qui est en âge de procréer, il faut parler de l'importance de réviser toute la prévention secondaire avant que la patiente tombe enceinte parce que, par exemple, du coumadin, c'est important d'éviter l'exposition au coumadin durant les semaines 6 à 12 de gestation. Par exemple, au moment de la consultation avant la conception, ça sera un bon moment pour porter des conseils sur le mode de vie, une alimentation saine, l'importance de l'activité physique, l'importance aussi d'atteindre un indice de masse corporelle optimale, l'abandon du tabagisme et la limitation de la consommation d'alcool avant la conception et durant la grossesse, évidemment, l'exposition à l'alcool devrait être minimale. La médication actuelle devrait être révisée et discuter de tératogénicité potentielle avec la femme qui est en âge de procréer, même si elle n'a pas encore le désir de tomber enceinte.
c'est important de lui rappeler que certains médicaments, comme les statines, par exemple, ont une tératogénité potentielle ou non étudiée. Et il faudra réviser l'ensemble de la médication si la femme désire tomber enceinte. C'est important aussi, dans certaines circonstances, d'établir une communication entre différents professionnels de la santé. Par exemple, plusieurs patientes qui ont eu un AVC avant de tomber enceinte sont orientées en clinique de grossesse à risque dans le but d'avoir une vision multidisciplinaire de la prévention secondaire de l'AVC. Durant la grossesse, en pré- et périnatale, donc avant et au moment de l'accouchement, autour de l'accouchement, il y a un bilan obstétrical qui est nécessaire chez les femmes enceintes qui ont eu un AVC, des antécédents d'AVC. Ça aussi, évidemment, du point de vue obstétrique, ça inclut la révision de l'ensemble des modes de vie et des facteurs de risque vasculaire. Il y a un dépistage qui est à organiser, par exemple le dépistage du diabète. C'est important de planifier ça avant, à l'avance. On va en reparler un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, le contrôle des facteurs de risque vasculaire, ben, optimiser le contrôle d'une façon sécuritaire pour la femme qui est enceinte. On va parler ça aussi un peu plus tard durant la présentation. C'est important d'établir une prévention individualisée. C'est basé sur le type d'AVC et la cause de l'AVC. Évidemment, la prévention de l'AVC ischémique avec des agents antithrombotiques ne sera pas la même que la prévention de l'AVC hémorragique. Ça va de soi. Mais il y a aussi des différences selon la cause de l'AVC pour ce qui est de la prévention secondaire et ces différences-là font en sorte que la prévention doit être individualisée. Le risque d'AVC récident est aussi important à considérer parce que les décisions sur le traitement thrombotique, par exemple, pourront être variables selon le risque. Un risque avec des patientes avec un risque élevé de récidive, on va tolérer un risque hémorragique plus important dans l'AVC ischémique que si le risque de récidive est très faible. Les autres antécédents médicaux peuvent moduler la prévention secondaire de l'AVC, le stade de la grossesse, les préférences de la patiente elle-même et ses objectifs personnels vont moduler la prévention secondaire de l'AVC. C'est important, encore une fois ici, la collaboration multidisciplinaire. Puis, ça sera important de planifier le travail et l'accouchement. Donc, la femme enceinte, c'est important durant la grossesse d'éviter certains problèmes, mais il faut se rappeler qu'il y a un travail, un accouchement qui est au bout de tout ça. Puis, il y a des changements dans la prévention qui devront être faits spécifiquement pour cette période-là. La période postnatale, donc on parle de l'accouchement et des 6 semaines postpartum, c'est la période qui est le plus à risque d'AVC. C'est un risque quotidien qui est maximal comparativement à chacun des jours durant la grossesse, chacun des jours après la grossesse pour les 6 semaines suivantes comporte un risque plus important que durant la grossesse. Alors, c'est important d'expliquer à la femme quoi faire en cas d'AVC récidivant, en particulier discuter des signes de l'AVC. L'acronyme VIT peut être utilisé, mais puisqu'on parle aussi de thrombose veineuse cérébrale et d'hémorragie intracérébrale sont aussi fréquentes que l'AVC ischémique, mais la céphalie inhabituelle devient un des marqueurs importants de problèmes neurovasculaires et quoi faire si jamais ces symptômes-là surviennent. Donc, en particulier dans l'AVC, appelez 911 sans délai pour alerter le système ambulancier le plus rapidement possible. C'est une bonne idée, en fait, le consensus suggère d'offrir une surveillance plus étroite durant la période postnatale à cause du risque plus grand. C'est à considérer pour les affections à risque élevé ou qui requièrent une évaluation régulière. Par exemple, le diabète, l'hypertension et la prééclampsie imposent une surveillance plus étroite. C'est important de consulter précocement les spécialistes en prévention de l'AVC lorsque surviennent les problèmes durant la période postnatale. Ça sera une période aussi importante pour réexaminer la prévention de l'AVC à long terme en tenant compte de l'allaitement pour la femme et du désir de future grossesse. Donc, une fois que l'accouchement et la période postnatale sont passées, ben, on devra revenir à une prévention de l'AVC à long terme qui est celle habituelle.
Bon, les décisions, pour ce qui est de la prévention secondaire, d'une façon générale, encore une fois, l'évaluation multidisciplinaire des risques et des avantages de chacune des options sont à considérer autant pour la mère que le fœtus. Il y a plusieurs variables qui influencent le choix des traitements. Quelle est la cause de l'AVC? Quel est le risque associé à cette cause-là en dehors de la grossesse? Et quelle est l'influence potentielle de la grossesse sur le risque de récidive de l'AVC? Ensuite, quels sont les antécédents médicaux et obstétricaux de la femme et le stade de la grossesse? Par exemple, une femme qui a eu plusieurs grossesses dans le passé ou qui a eu un antécédent de travail prématuré ou d'accouchement rapide, ben, il faut considérer que s'il s'agit d'un obstacle potentiel à l'arrêt planifié de l'anticoagulation. Donc, avant l'accouchement, il est recommandable d'arrêter l'anticoagulation, mais si l'accouchement peut être difficile à prévoir à cause de multiparité de travail prématuré ou accouchement rapide dans le passé, ben ça peut être important, ça peut moduler la prévention secondaire de l'AVC durant le 3e trimestre, par exemple. Bon, pour ce qui est de l'utilisation des antiplaquettaires, certaines données probantes tirées d'essais cliniques appuient l'innocuité de l'aspirine. Donc, ce n'étaient pas des essais randomisés contrôlés qui portaient sur l'aspirine durant la grossesse, mais dans des essais cliniques, il y a eu des femmes qui ont été enceintes, puis on a pu tirer certaines données probantes qui supportent l'innocuité de l'aspirine durant la période de la préconception jusqu'au début du 1er trimestre. On a aussi des données au sujet de l'aspirine au-delà de la 11e semaine de grossesse qui sont bien établies. L'innocuité de l'aspirine est bien établie. L'aspirine à faible dose peut être envisagée pendant l'allaitement. De toute façon, l'aspirine à faible dose est éliminée après le premier passage hépatique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'aspirine qui se retrouve en circulation systémique chez la mère. Donc, évidemment, pas beaucoup d'aspirine qui se retrouve dans le lait maternel. L'aspirine, globalement, n'est pas excrétée dans le lait maternel et le taux de salicylate, métabolite de l'aspirine, est faible chez la femme qui ne prennent que de l'aspirine à faible dose. Les autres agents antiplaquettaires, les autres agents autres que l'aspirine, par exemple clopidogrel, prasugrel, ticagrelor ou agranox, on n'a pas de données probantes pour soutenir leur innocuité pendant la grossesse. Ça peut être parfois indiqué dans des situations spécifiques, par exemple, quelqu'un qui a une endoprothèse coronarienne va devoir utiliser le clopidogrel, mais pour la vaste majorité des circonstances, on peut généralement passer à l'aspirine. Alors, il est considéré préférable de passer à l'aspirine faible dose avant la grossesse ou une fois la grossesse confirmée, à cause de son innocuité démontrée. L'anticoagulation avec warfarine est potentiellement tératogène, en particulier entre les semaines 6 à 12. Alors, c'est une période où ce médicament-là doit être idéalement évité. Lorsqu'un traitement anticoagulant est envisagé, il est préférable d'utiliser l'héparine de Boppa moléculaire pendant toute la grossesse. Par contre, avec les thromboses, avec les valves mécaniques, le Coumadin est le médicament le plus efficace pour éviter les thromboses de valves et ça sera certainement un groupe de patients chez qui une consultation en neurologie vasculaire ainsi qu'en cardiologie et en obstétrique devra être faite pour coordonner la gestion du traitement anticoagulant chez les femmes enceintes qui ont une valve mécanique et qui devraient normalement être traitées avec Coumadin en dehors de la grossesse. Il y a peu de données au sujet des anticoagulants oraux directs, c'est-à-dire apixaban, dabigatran, doxaban ou rivaroxaban. Et généralement, les patientes qui sont sous ces traitements-là devraient passer à l'utilisation d'héparine de Boppa moléculaire. Ensuite, pour ce qui est de l'héparine de Boppa moléculaire, on a des données dans certaines circonstances qui nous suggèrent que les doses thérapeutiques d'héparine de Boppa moléculaire peuvent être envisagées comme solution de rechange tout à fait raisonnable à l'aspirine ou dans certaines circonstances à des doses prophylaxiques avec ou sans aspirine. Donc, l'héparine de Boppa moléculaire à dose thérapeutique est certainement l'option optimale pour anticoaguler des patientes chez qui
l'anticoagulation avec Coumadin est généralement utilisée ou avec anticoagulants oraux. Par exemple, une patiente qui est considérée à risque élevé d'AVC ou de thrombose, qui a eu plusieurs AVC dans le passé et qui est traitée avec aspirine, mais à cause d'un risque augmenté pendant le 3e trimestre et la période postpartum, chez cette patiente-là, on peut décider de passer à l'héparine de bois moléculaire à dose thérapeutique pour prévenir les AVC ischémiques récidivants. Une femme qui a une valve cardiaque artificielle, l'héparine de bois moléculaire peut être utilisée. Le problème de la valve mécanique est important et demande encore une fois une prise en charge par des experts dans le domaine. Une femme qui a un trouble d'hypercoagulabilité connu, généralement, si la personne a eu un AVC dans le passé, dans le contexte d'un syndrome antiphospholipide bien établi, cette personne-là sera anticoagulée et la prévention durant la grossesse devrait être à base d'héparine de bois moléculaire, avec ou sans aspirine. Pour ce qui est de la pression artérielle, il y a des lignes directrices basées sur des études randomisées contrôlées qui sont disponibles et dans la majeure partie des lignes directrices, le sujet de la femme enceinte est discuté. Alors, le consensus réfère à ces lignes directrices-là pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Il y a 3 agents antihypertenseurs qui sont fréquemment utilisés chez la femme enceinte. Il s'agit du labetalol, de la nifedipine à action prolongée et du méthyldopa. Il y a des agents qui présentent un risque accru d'anomalie congénitale, de tératogénicité, s'ils sont administrés durant la grossesse. Il s'agit des IECA et des ARA, donc ce qui agit sur l'axe rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, ces médicaments-là, qui sont couramment utilisés en prévention de l'AVC, devraient être arrêtés avant la grossesse ou dès qu'une grossesse est connue à cause de leur tératogénéticité potentielle. Et si les médicaments, si les ARA ou ISCA ont été pris par inadvertance durant la grossesse, à ce moment-là, il est préférable de faire une consultation rapide dans un centre régional pour faire une échographie du fœtus détaillée et vérifier s'il y a des évidences de malformation congénitale. Alors, c'est important de se rappeler que ce qui agit sur l'axe rénine, angiotensine, aldostérone est potentiellement tératogène et il y a des gestes à faire pour les patientes qui sont sous ces traitements-là. Si, par exemple, en consultation avant la grossesse, ça sera possible de modifier le traitement antihypertenseur pour éviter ces agents-là lorsque la femme tombera enceinte. Les cibles de pression artérielle durant la grossesse chez la femme qui a un AVC doivent être personnalisées suivant 2 perspectives, c'est-à-dire la perspective neurovasculaire et la perspective chez la femme enceinte. En général, suite à un AVC, la tension artérielle ciblée devrait être inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Chez la femme enceinte, les recommandations sont légèrement différentes. Donc, la prévention des complications liées à l'hypertension durant la grossesse cible une pression artérielle inférieure à 150 sur 90, mais il y a aussi l'aspect d'éviter l'hypoperfusion qui est tout à fait important chez les femmes enceintes, et éviter l'hypoperfusion fœtale en particulier. Donc, il faudra éviter un traitement excessif, même si la mère semble bien tolérer l'hypotension relative. C'est important d'éviter ce genre de traitement-là chez la femme enceinte à cause d'une hypoperfusion placentaire potentielle. Durant la grossesse, le principe pour ce qui est de l'hypertension artérielle, c'est le bien-être immédiat de la mère et du fœtus prévaut sur le risque de réduction cardiovasculaire à long terme. Alors, ça peut être acceptable de tolérer une tension artérielle un peu plus élevée durant la grossesse, quitte à ramener à des valeurs un peu plus basses une fois l'accouchement fait. La dyslipidémie, en général, ne pose pas un problème durant la grossesse. Le but du traitement de la dyslipidémie chez la plupart des patientes est de prévenir à long terme les complications athérothrombotiques. Donc,
ne pas traiter une dyslipidémie durant une courte période de grossesse ne comporte pas n'a pas de conséquences significatives. Donc, ça peut être tout à fait acceptable d'arrêter le traitement avec une statine durant la grossesse, qui est à la reprendre après. C'est important de savoir aussi de toute façon que la mesure des lipides sériques durant la grossesse n'est pas fiable. Donc, c'est à peu près inutile de mesurer les lipides durant la grossesse. Ils ne devraient pas être mesurés de façon systématique durant la grossesse et ça ne devrait pas guider le traitement, la décision de traitement de la dyslipidémie durant la grossesse. Idéalement, la prise en charge d'une dyslipidémie repose sur le mode de vie, l'adoption d'un mode de vie sain. Donc, promouvoir une alimentation saine et une activité physique de façon à réduire de ces façons-là le taux de lipides sériques. Les données sont insuffisantes pour déterminer l'innocuité des statines pendant la grossesse et l'allaitement. Donc, il s'agit de la principale raison pour laquelle il est souhaitable d'interrompre temporairement le traitement par statine avant la conception et tout au long de la grossesse. Le moment de la reprise des statines et de leur represcription pourra être précipité chez des patientes qui ont des conditions tout à fait particulières. Par exemple, un infarctus du myocarde récent, un syndrome coronarien aigu récent peuvent inciter à reprendre le traitement plus rapidement que dans d'autres circonstances. Mais il s'agit vraiment d'une situation exceptionnelle parce qu'il s'agit de patients qui sont jeunes et généralement, il n'y a pas d'atomatose instable dans ce groupe d'âge-là. Le moment de la reprise et de la prescription de statine pour la prévention secondaire de l'AVC doit être fait après l'accouchement chez la majeure partie des patientes qui ont été enceintes. Pour ce qui est du diabète, de la même façon, c'est important, comme en dehors de la grossesse, de fournir des conseils aux femmes pour avoir un mode de vie optimal, baisser en partie du point de vue alimentaire et activité physique pour baisser la glycémie. Donc, ça sera aussi important d'assurer un suivi à long terme, en particulier durant la grossesse, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hyperglycémie et des complications associées à l'hyperglycémie. Le dépistage durant la grossesse sera important. Le dépistage pourrait être fait plus tôt que chez des femmes qui n'ont pas eu d'AVC, s'il s'agit d'une patiente avec antécédent d'AVC. Par exemple, on pourrait faire le dépistage à 20 semaines au lieu de 24 à 28 semaines chez la femme qui a déjà un AVC, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de diabète. Pour ce qui est du dépistage gestationnel, les cibles de traitement pour ce qui est du diabète gestationnel, je m'excuse, les cibles de traitement devraient être respectées selon les lignes directrices régionales en matière de diabète. Donc, il y a déjà des lignes directrices qui sont disponibles, qui peuvent varier d'une région à l'autre, et c'est important de se référer à ces lignes directrices-là pour ce qui est des cibles thérapeutiques. Il faut savoir que quelqu'un qui a un diabète gestationnel a un risque de diabète et une maladie cardiovasculaire qui est plus élevé au cours des 10 prochaines années que chez la femme qui n'a pas de diabète gestationnel. Donc, le suivi après l'accouchement est aussi important. Le monitoring du diabète. Chez les femmes enceintes qui sont atteintes d'un diabète et qui ont subi un AVC dans le passé, on suggère de faire une surveillance plus fréquente tout au long de la grossesse et après l'accouchement. Les femmes partent déjà avec un risque augmenté à cause d'antécédents du diabète et il était considéré préférable d'offrir un monitoring plus étroit à cause du risque devenu plus grand encore de par l'existence d'un antécédent personnel d'AVC. Évidemment, tous les autres facteurs de risque vasculaire et obstétrical devraient être surveillés de façon étroite durant la grossesse et durant le postpartum chez la femme avec antécédent personnel d'AVC. Surtout l'hypertension et la prééclampsie. Certaines cardiopathies nécessitent une anticoagulation en dehors de la grossesse, par exemple la valve cardiaque artificielle ou l'existence d'un thrombus endocavitaire. Donc, c'est important chez ces patientes-là de continuer l'anticoagulation durant toute la grossesse
c'est parfois nécessaire d'adapter l'anticoagulation pour des raisons de sécurité. En fait, c'est même fréquemment nécessaire. Et l'héparine de Beauport moléculaire, encore une fois, est le type d'anticoagulation qui devrait être offert chez la plupart des femmes enceintes avec cardiopathie. Il y a plusieurs femmes enceintes qui ont un foramen ovale perméable. Parfois, il s'agit de la cause présumée de l'AVC lorsqu'il n'y a aucune autre explication qui avait été identifiée. Donc, il n'est pas actuellement recommandé de fermer le foramen ovale perméable durant la grossesse. Il y a 3 études récemment publiées en 2017 qui démontrent l'utilité de la fermeture du foramen ovale perméable chez les jeunes patients avec AVC qui est demeuré inexpliqué. Mais durant la grossesse, c'est pas le moment pour fermer le foramen ovale perméable. Les lignes directrices actuelles recommandent l'aspirine à faible dose chez le patient avec AVC cryptogène et foramen ovale perméable. Alors, ça peut être tout à fait acceptable de continuer ce traitement-là. Et l'héparine de Beauport moléculaire prophylaxique peut être aussi envisagée sur une patiente enceinte, un foramen ovale perméable et un risque augmenté de thrombose veineuse. Donc, si on combine à la fois AVC, c'est-à-dire thrombose veineuse cérébrale dans le passé, ou bien risque augmenté de thrombose veineuse périphérique et foramen ovale perméable, ben, ça peut être tout à fait logique d'utiliser une héparine de Beauport moléculaire à dose prophylaxique. Les patients qui ont une thrombose veineuse cérébrale, s'il s'agit d'une thrombose lointaine qui était spontanée et que l'anticoagulation a été cessée, le consensus considérait que l'héparine de Beauport moléculaire pouvait être à dose prophylaxique, pouvait être envisagée pendant la grossesse et au moins 6 semaines après l'accouchement à cause de la thrombogénicité augmentée durant le 3e trimestre et le postpartum. Chez la femme enceinte qui a une thrombose veineuse cérébrale durant la grossesse, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une dose prophylaxique, mais la dose thérapeutique a été démontrée utile. Donc, la prophylaxie peut être indiquée lorsqu'il y a antécédent lointain de thrombose veineuse cérébrale spontanée chez qui l'anticoagulathérapie avait été cessée. La dissection des artères cervico-encéphaliques est une cause fréquente d'AVC du jeune adulte. C'est environ 15% des AVC du jeune qui sont secondaires à une dissection des artères cervico-encéphaliques. Le traitement antithrombotique reste relativement controversé. En dehors de la grossesse, l'aspirine à faible dose est généralement recommandée, mais certains considèrent qu'une anticoagulation à court terme est recommandable durant 6 à 12 semaines, après quoi un traitement avec aspirine devrait être offert. Donc, c'est un traitement en dehors de la grossesse qui reste relativement controversé. Pendant la grossesse, à ce moment-là, il n'y a pas d'études qui démontrent quoi faire. Il y a différentes options possibles. On pourrait ne rien faire, offrir aucun traitement antithrombotique. Généralement, on va préférer utiliser un traitement antithrombotique qui va être soit l'aspirine à faible dose ou soit l'anticoagulation lorsqu'il y a eu un AVC avec dissection artérielle dans le passé. Mais cette décision-là reste encore plus controversée qu'en dehors de la grossesse. L'aspirine à faible dose donc, est souvent envisagée pour les femmes enceintes qui ont eu une dissection récente pour laquelle il n'y a pas de thrombus. Pour les femmes enceintes qui ont une dissection récente, mais qui restent mal recanalisées, par exemple, les patientes qui restent avec un soulèvement intimal résiduel ou un pseudo-anévrisme, à ce moment-là, l'aspirine à faible dose pourrait être utilisée durant la grossesse chez ces patientes-là qui ont un AVC dans le passé qui était dû à une dissection artérielle. L'antécédent d'AVC par une dissection artérielle et qui ont cessé l'aspirine, ben, on peut reprendre l'aspirine de toute façon chez ces patientes-là. Pour ce qui est de l'héparine de Beauport moléculaire, ça peut être une option raisonnable dans certains cas plus rares, c'est-à-dire lors des stades où le risque de thrombose est plus élevé, c'est-à-dire le 3e trimestre et le postpartum. Donc, il peut être utile d'utiliser l'aspirine et à la fin de la grossesse et durant le postpartum, passer à l'héparine de Beauport moléculaire.
Les patientes chez qui un thrombus intra-artériel reste documenté, ben c'est probablement raisonnable d'utiliser une héparine de propos moléculaire dans le contexte d'une dissection cervico-encéphalique. Une question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on devrait faire une césarienne de routine chez les patientes qui ont un AVC causé par une dissection artérielle à cause du risque de dissection durant le travail? Alors, les données probantes ne supportent pas le recours à la césarienne de routine chez les patientes avec antécédents d'AVC secondaire à la dissection. C'est une approche de la césarienne qui est quand même envisageable si la dissection était survenue au moment d'une grossesse précédent, c'est-à-dire pendant le travail. Au moment du travail, si l'AVC antérieur est survenu durant le travail, il peut être envisageable d'avoir recours à une césarienne plutôt qu'offrir à nouveau un travail pour la grossesse actuelle. C'est une prise de décision qui, encore une fois, doit être multidisciplinaire, impliquant à la fois neurologie et obstétrique, et qui doit être individualisée selon la patiente concernée. Finalement, le syndrome antiphospholipide, le traitement habituel du syndrome antiphospholipide ayant conduit à un AVC et une anticoagulation. Parfois, il s'agit de l'anticoagulation combinée à l'aspirine à faible dose. Donc, déjà, des patientes qui ont un syndrome antiphospholipide et qui ont un AVC secondaire au syndrome antiphospholipide sont généralement anticoagulées. Alors, ces options de traitement sont raisonnables pendant la grossesse. Selon le stade de grossesse, il peut être adéquat d'arrêter l'anticoagulation au moment de l'accouchement et de reprendre l'anticoagulation après. Finalement, le principe de maman en santé et bébé en santé est important à considérer. Donc, il faut considérer à la fois la mère et le bébé. On en a discuté pour ce qui est de la gestion de la tension artérielle, d'éviter l'hypoperfusion placentaire. Donc, c'est important de gérer chez la maman les dilemmes sur le plan affectif, entre autres, et atténuer les risques par une approche axée sur la patiente, par des informations claires et cohérentes, en tenant compte des considérations multiples dont on a parlé, en évaluant le risque chez la patiente, puis en offrant un système de soutien si la patiente a des questions ou des problèmes résiduels du point de vue affectif. C'est important de tenir compte des répercussions de la maladie et du traitement sur la mère, sur le fœtus, sur le plan de travail d'accouchement et sur le plan d'allaitement. Donc, on revient au principe prépondérant de la prise en charge de la grossesse chez la femme qui a eu un AVC dans le passé. La santé de la mère est cruciale pour avoir un bébé en bonne santé. On se pose la question, quel serait le plan de traitement du point de vue neurologique si la patiente n'était pas enceinte? Quel serait le plan de prise en charge de la grossesse si la patiente n'avait pas eu d'AVC? De quelle façon ces deux plans de traitement se superposent? S'il y a des dilemmes, par exemple, thrombose de valve mécanique, si on arrêtait le Coumadin chez une femme avec valve mécanique, et tératogénicité si on le continuait. Alors, c'est une décision qui est difficile, qui doit être prise de façon multidisciplinaire. Alors, le travail en équipe est essentiel. La planification est importante, en particulier le moment de l'accouchement et le postpartum comporte un risque hémorragique au moment de l'accouchement et un risque de thrombose dans le postpartum immédiat. Donc, ça serait important de moduler le traitement thrombotique dans ces phases spécifiques de la grossesse et du postpartum. Et la prise en charge des femmes enceintes avec antécédents d'AVC doit donc être personnalisée. Alors, c'était la conclusion de la présentation. On va passer maintenant à une période de questions. Oui. Merci beaucoup, Dr. Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, on a quelques minutes, dans le fond, une courte minute pour les questions qui viennent de nos participants. On en a une, en fait, pour peut-être partir le bal. En fait, on a reçu la question, est-ce que les migraines sont un facteur de risque en particulier pour l'AVC pendant la grossesse?
Ben, en fait, c'est un facteur de risque qui est assez marginal pour l'AVC. Il s'agit principalement des migraines plus compliquées avec des aura motrices, par exemple. Et c'est sûr qu'il y a certains syndromes avec migraine qui comportent un risque d'AVC, par exemple des syndromes rares comme un CADASIL. Mais en général, le risque relié à la migraine est assez marginal et ne devrait pas moduler la décision de tomber enceinte ou non et ne devrait pas modifier tellement la gestion de l'AVC, excusez-moi, de la grossesse. Excellent, parfait. Donc, en fait, on va conclure là-dessus. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais sinon, on vous écrira en privé s'il y a quoi que ce soit. Et juste rappeler à nos participants qu'on va leur envoyer la vidéo du webinaire dans les prochains jours. Donc, ils vont pouvoir revisionner, dans le fond, votre présentation qui a été excellente. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre conférence et je remercie tous les participants d'avoir assisté aujourd'hui. Bonne journée.